Le premier panel place un peu la table pour la comparaison avec les concepts que François va présenter, concepts et approches, et une présentation sur la théorie, une présentation sur le Suisse, pour nous situer dans le contexte avant au second panel de parler plus spécifiquement du cas du Canada. C'est la flèche? Oui, c'est la flèche. Voilà. OK, parfait. Ça commence. Bon, OK. J'ai 20 minutes, je vais essayer d'en prendre moins, tant que possible. Alain ne voulait pas que je parle du Canada, parce qu'il trouvait qu'il y avait assez de monde qui parlait du Canada. Puis il se promène partout à travers le monde, on a pu s'en rendre compte en jasant. Pourquoi tu ne parlais pas comment on fait des comparaisons? Je vais commencer par faire quelque chose qui disait, c'est important l'interdisciplinarité. Puis c'est plate comme le monde, cette affaire-là. Ils savent tout ça, de toute façon, sinon ils ne seraient pas là. Donc, j'ai décidé de faire ça très différemment. J'ai dit, je vais raconter au monde qu'est-ce que je fais quand je vais dans un pays barbares comme la RDC ou le Cameroun ou n'importe quoi. Je vais essayer de comprendre les relations financières intergouvernementales de ce pays. C'est quoi les questions que je pose, dans quel ordre et pourquoi? En espérant que cette façon de faire est différente, qui risque d'endormir Marcelin parce qu'il a déjà entendu, comme je vous disais, va peut-être vous aider à donner une idée, peut-être deux, sur comment moi je fonctionne. Alors, ça fait, je suis dans plus que 30 pays pour la Banque mondiale, le FMI, l'OMT. Donc, je commençais à voir un peu la mécanique et même moi, je sais l'ordre idéal des interventions. Ça ne fonctionne jamais, ce soit là. La pertinence, donc, c'est 6 points, le cadre légal, les pratiques au ministère de l'Argent, les pratiques au ministère fonctionnel central, le comportement, la production des récipiendaires, production des statistiques et continuons à la société civile de l'analyse. Alors, la première question, moi, idéalement, je rencontre un juriste qui me raconte la loi, qui me raconte la Constitution, puis qui surtout m'explique s'il y a eu des précédents juridiques ou des interprétations politiques de ce qui est écrit dans les textes. Et c'est mon expérience dans les pays où je vais, ça va être moins le cas dans les pays qui nous intéressent. C'est pas beaucoup de précédents juridiques. Et on peut dire ce qu'on veut aux précédents juridiques de toute façon, mais très souvent des interprétations politiques de qu'est-ce que ça veut vraiment dire tel article de la loi, qui, pour l'innocent que je suis, moi, quand je débarque dans le pays, ben non, ça ne veut pas dire ça, voyons. C'est pas ce qui est écrit. Oui, mais tu sais, M. Vaillancourt, dans notre façon de voir des choses, etc., on interprète comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante. Auparavant, je vais demander, dans certains pays, la mécanique de création des entités constituantes, des communes, des régions, sur Belgique, Canada, Suisse, c'est pas pertinent, bien qu'en fait, le Jura, c'est intéressant, le cas suisse du Jura, on a créé une entité constituante supplémentaire relativement récemment. Puis la Belgique, voilà, les communautés n'existaient pas, je pense, il y a quelques années. Dans beaucoup de pays, c'est beaucoup moins formel que ça. En Côte d'Ivoire, on parlait des communes hélicoptères. La commune hélicoptère, c'est que le président se pose dans votre village, vous dites, j'aimerais être une commune, et vous dites oui. Le lendemain, il retourne dans la capitale, il dit au responsable de l'administration générale locale, bon, ben, tel, là, c'est une commune maintenant. Et donc, quand j'étais allé en Côte d'Ivoire, j'ai demandé avec combien de communes, on m'avait dit hier ou aujourd'hui. Alors, bon, je pense qu'on ne va pas jusque-là. Donc, le partage des responsabilités et le pouvoir de dépenser ma place, c'est mis comment? Les pouvoirs d'imposition sont lesquels est mis en place comment? Très souvent, les pouvoirs de dépenser sont plus encadrés par la loi que le partage des assises fiscales. Le pouvoir de dépenser sont plus souvent dans la Constitution. Le partage fiscal, c'est quelque chose que l'État central n'aime pas laisser aller. Autant, ça ne lui dérange pas qu'il y ait des élus régionaux ou locaux, peut-être, qui font pouvoir d'imposition. Et finalement, ce qui nous intéresse, nous, les programmes de transfert sont mis en place comment? L'enveloppe et la distribution. C'est intéressant, c'est pas toujours évident d'arriver à distinguer les deux concepts. Les gens, alors nous, sommes intéressés de comprendre comment on fait ça là. Et parce qu'on comprend, au Canada, la péréquation, c'est une enveloppe qui découle d'un choix de distribution. La somme de l'enveloppe de la péréquation, et des contraintes minimum maximum, mais découle des écarts entre la capacité moyenne et les provinces récipiendaires. Donc, on a un système particulier qui peut expliquer des fois des difficultés. Donc, ça, c'est la première question que je vais poser.
Et quand je vous dis, moi, dans les textes qu'on fera, j'espère qu'on pourra répondre à ces trois questions-là systématiquement, c'est mis en place par quel mécanisme dans le domaine qui nous intéresse très clairement. Avec le détail, dans le cas canadien, qui parle de péréquation? Je ne sais plus si quelqu'un parle de péréquation, mais vous allez nous faire la distinction entre doit et peut pour le règle par rapport au PIB de la péréquation canadienne. Il ne faut pas que ça envoie le minimum, mais ça peut aller en haut. C'est très amusant, mais c'est deux mots différents et qui mettent des résultats tout à fait différents. Bon, une fois qu'on a compté le cadre légal, je dis c'est très beau, je vous remercie beaucoup. Maintenant, je peux savoir ce qui se passe vraiment. Et donc, je vais au ministère des Finances. Dans les pays où je travaille, d'habitude, il y a trois directions importantes, le budget, l'impôt et le trésor. La vraie, c'est le trésor, parce que finalement, c'est ceux qui contrôlent l'argent. Puisque dans les pays francophones, les contenus du trésor sont très importants. Première question aux gens du budget, qu'est-ce que vous faites comme pratique? Utilisez-vous les dépenses budgétaires, les dépenses fiscales, les dépenses privées suite à réglementation? Le premier, c'est pas compliqué pour eux, les dépenses budgétaires. Les dépenses fiscales, chez nous, ça va. Je pense qu'on a des cours de dépenses fiscales assez complets au Canada, définitivement. En Belgique, je présume, je ne sais pas, ou en Suisse, comme me le dire. Beaucoup de pays du monde n'en ont pas. Et la question sur les dépenses privées suite à réglementation, personne ne sait, d'habitude. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Est-ce que vous imposez, par exemple, aux entreprises de 50 employés ou plus de maintenir une caisse de prévoyance pour vos employés? Est-ce que vous imposez aux grandes entreprises de télécommunications? Parce que les entreprises plus riches que d'autres, hein, les entreprises de télécommunications dans les pays où je vais, c'est une source continue d'argent pour les personnes. Est-ce que vous leur imposez de offrir certains bénéfices d'assurance maladie ou d'assurance retraite? Et c'est une des stratégies qui est utilisée dans certains pays parce que les fonctionnaires, en général, ont une caisse de retraite qui n'est pas capitalisée et sur répartition. Ben ça, c'est important de savoir ça. Qu'est-ce que vous prévoyez comme budget? Qu'est-ce que vous pensez faire? Non, alors, est-ce que l'assurance maladie, vous couvrez? Du moins. Mais ça, si les fonctionnaires, ça apparaît au budget. Si ça devient tout d'un coup une société d'État, ça apparaît plus au budget. Ou ça devient un compte spécial, ou ça devient quelque chose qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Ça vaut la peine de creuser ça. Est-ce qu'on a, nous, dans nos pays, des exigences de cette nature? Ça reste à voir. Quel calendrier budgétaire pour les relations financières intergouvernementales? Est-ce qu'il y a une incertitude ou non? Est-ce que ce sont les derniers en ligne dans le budget? Dans certains pays, c'est ce qui arrive. On fait des grands équilibres budgétaires et on dit, bon, ben, il reste temps pour les entités non centrales. Et là, évidemment, c'est en général, c'est pas suffisant. Mais c'est important de comprendre comment se fait la logique. Dans l'État fédéral, peut-être que M. Bélan pourra nous expliquer quelle est l'importance des transferts sociaux. Est-ce que ça vient en premier ou en dernier en logique de l'État fédéral, ou est-ce que ça dépend d'un mois à l'autre, ou d'un ministre à l'autre, je ne sais pas. Et dans beaucoup de pays, mon observation, c'est que ça varie. Certains pays y croient plus que d'autres. Certains pays, le Maroc, qui veut faire la décentralisation pour renforcer sa présence dans les provinces du Sud, comme on dit au Maroc, dans le Sahara indépendant, comme on dit en Algérie, c'est ce que vous voulez. L'ancien Sahara espagnol, si vous savez ce que c'était, mais beaucoup plus d'importance au transfert que d'autres endroits où aussi, bon, sur l'autre, les entités. Quelle est la coordination entre la fiscalité et le budget dans les transferts? Est-ce que vous réfléchissez, quand vous modifiez la fiscalité des entités subnationales, que ça affecte les transferts à la hausse ou à la baisse? Vous seriez sur à quel point des fois les gens ne font pas. J'ai vu des cas où les assiettes fiscales, je pense au Bénin, où on a enlevé l'assiette fiscale des antennes de télécommunications des communes sans faire aucun transfert. Pour certaines communes, c'est la moitié de recettes. Évidemment, ça ne marche pas. Ils vont pas. La Chambre de commerce dit que ça serait une bonne idée, on va faire ça. Donc, la Chambre de commerce et le FMI, puis Doing Business, ont toujours une pression à la baisse sur la réglementation, une pression à la baisse sur la fiscalité des entreprises, sur l'accès des intrants. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment une fiscalité nationale? Dans certains pays, on se fait un plaisir d'abolir des impôts locaux pour des fins électorales. Le Burkina Faso, le Mali, le rythme prévu et le rythme réel des déboursés, est-ce qu'il y a un degré d'incertitude des partages du risque financier? Dans les mécanismes de transfert canadien, non.
reconnaissance. Mais dans certains pays, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique ou en Suisse, mais ça peut arriver, les transferts sont en fonction d'une recette spécifique. L'ensemble des recettes au Kenya, les recettes de certains impôts au Maroc ou dans d'autres pays. Est-ce que ce sont les recettes prévues ou les recettes observées? Et si vous avez un choc climatique, par exemple, une sécheresse qui réduit l'activité économique, qui réduit les recettes d'impôts, est-ce que vous partagez le risque entre l'État central et les récipiendaires? Ou si vous avez 100% de la recette affectée par le choc imprévu, ce sont les entités récipiendaires qui n'ont pas de contrôle par ailleurs sur d'autres fiscalités pour s'ajuster, qui voient une chute des recettes imprévues, imprévisibles même possiblement, mais qui a un effet. Donc, comment est-ce qu'on partage? Question de quelle certitude et comment on partage le risque financier? Ça, c'est une question qui n'est pas toujours claire, mais qui vaut la peine de se poser la question. Si les mécanismes de financement prévoient des recettes associées à des indicateurs macroéconomiques sujets à des chocs. L'indicateur macroéconomique le plus intriguant et relativement nouveau, juste pour vous dire, c'est le PIB. Normalement, on va dire, bon, vous avez droit à, par exemple, on a 30% de la TVA, on a 5% de l'impôt sur les sociétés, et ainsi de suite. En Albanie, depuis 2018, on dit que vous avez droit à 1% du PIB. Donc, l'État central va percevoir les recettes qu'il veut, comme il veut, en faisant toutes les modifications qu'il souhaite faire à ses assiettes fiscales, à ses taux d'imposition, et ainsi de suite. Mais vous, les entités sous-nationales, vous avez droit à des recettes de 1% du PIB de l'année antérieure, pour avoir des chiffres pour les calculer. C'est le seul pays au monde que je connaisse où la recette est fonction d'une part du PIB. Et donc, ça fait disparaître tout un paquet de conséquences de choix en disant, ben, si le PIB va mal, ça baisse, si le PIB va bien, ça va. C'est tout. C'est pas très bon ça. Rôle dans les pratiques des ministères fonctionnels. Bon, souvent, les ministères fonctionnels s'objectent à la décentralisation. Mon collègue belge me parlait qu'on va faire une nouvelle. On ne sait pas à quel sein se vouer en Belgique, mais il y aura un sein qui fera une nouvelle décentralisation. Qu'est-ce qui arrive si c'est le même jour qu'une ancienne? Ça va être Saint-Michel II à ce moment-là. Mais est-ce que les oppositions qui viennent des ministères fonctionnels, est-ce que Santé Canada s'oppose à ce qu'on donne plus de pouvoir aux provinces? Ou est-ce que Santé Canada voit des nouveaux transferts, une occasion de reprendre du poil de la bête, de reprendre des pouvoirs? L'inscription budgétaire se fait sur quel ministère? C'est une question chez nous qui se pose pas. Est-ce que c'est pas un transfert en santé au Canada, hein? C'est le ministère des Finances. Pas vraiment, c'est pas le ministère de la Santé qui inscrit ça dans son budget. Est-ce qu'on fait de l'accompagnement? Est-ce qu'on fait de l'évaluation des récipiendaires? Bon, transfert de ressources humaines, ça, c'est pas une question pour nous, mais c'est une question importante. Statistiques. Ben, statistique des données pour faire le travail correctement. Et surtout, c'est quoi la qualité de données et c'est quoi l'indépendance de l'organisme qui les produit. Bon, au Canada, on ne se pose pas vraiment de questions sur l'indépendance de Statistique Canada. Je pense qu'en Suisse et en Belgique, il n'y a pas de problème. Il y a des pays où, en Éthiopie, par exemple, où les produits, les PIB régionaux sont produits par le ministère des Finances nationales. C'est pas tout à fait indépendant. Et il y a d'autres endroits où, quand vous parlez au directeur, alors, ils sont prudents. En Éthiopie également, l'Agence de la statistique avait un rapport sur la santé. Il y avait 2 points blancs sur la carte du pays. Moi, j'ai vu le rapport. J'ai demandé, vous n'avez pas pu y aller à des causes parce que ce n'est pas sécuritaire. Non, non. C'est parce qu'il n'y a pas d'entente entre les 10 régions d'Éthiopie, à savoir à qui appartiennent ces parties du pays. Donc, nous, on n'a pas voulu tracer de frontières. Nous sommes l'agence statistique, nous sommes neutres. Si on ne peut pas nous dire à qui ça appartient, nous ne prétendons pas ça. C'est un peu intriguant, mais intéressant. Les récipiendaires, est-ce qu'ils comprennent la formule? Je travaille présentement avec Jean-Philippe Meloche sur les transferts des arrondissements de la ville de Montréal. Et une des choses qui nous a beaucoup étonnés dans les rencontres beaucoup, c'est à quel point les arrondissements qui sont récipiendaires de transferts de la ville-centre ne semblaient pas comprendre où ça venait. Mais une fois qu'on a eu creusé en décembre et janvier la formule, on a compris qu'il y avait raison. Parce que nous non plus, on m'a dit qu'on ne connaît plus. On se posait comprendre, Jean-Philippe et moi, on était là au moment de la création de la formule il y a une dizaine d'années. Donc, est-ce qu'il y a des est-ce que l'information circule? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que les paramètres sont précis? Est-ce que c'est possible de comprendre ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une évaluation de la part des récipiendaires
Marcelet va nous en parler des équilibres fiscaux. La redevabilité auprès du centre, est-ce qu'on demande de l'information sur les intrants, les extrants ou les résultats? La redevabilité est une manie des organismes internationaux. Hein, les performance-based grants, comme dit la Banque mondiale. Mais quand vous leur demandez c'est quoi la performance, quelquefois, c'est juste dire ah, ben, il y a eu des rencontres. Oui. Il y a eu des dépenses. Oui. Mais qu'est-ce que ça a changé? Alors, la question, si on nous parle de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et, en terminant, ce qui est intéressant, à mon avis, moi, pour nous, dans les pays où je vais, j'essaie, quand je peux, de rencontrer des organismes de société civile, des organismes analytiques, pour une évaluation objective du système. Ça requiert des données et des fonds. Lors du vote sur le référendum d'indépendance de l'Écosse en 2014, l'Economic and Social Research Council britannique a octroyé, je crois, 1 million de livres sterling à diverses organisations pour évaluer les conséquences possibles d'une telle indépendance et contribuer au débat public. Je suis allé à une conférence à Édimbourg là-dessus, aussi de l'expérience internationale. C'est très rare, à ma connaissance, des organismes nationaux qui seraient prêts à faire une chose pareille et donner de l'argent à des scientifiques pour évaluer les conséquences d'une sécession d'un pays. Mais eux, c'est une politique délibérée. Si ça existe, tant mieux. En général, les gens vont chercher à gauche et à droite des fonds pour faire des choses. On peut avoir des explications sociopolitiques des mécanismes en place. Moi, je pense que c'est crucial. J'aurais pu dire ça au début, mais en général, je vais attendre d'avoir de connaître un peu. Pour ne pas faire de perte de temps des interlocuteurs, j'aime qu'on m'explique ce qui est officiel. Et ensuite, je vais voir les gens et me dire maintenant, racontez-moi. Dites-moi où est le village du président. Ah, c'est Yamoussoukro, le village d'Amfré-Boigny, en Côte d'Ivoire. Ah, mais il y a une très belle cathédrale, Yamoussoukro, vous savez. Et il y a un très beau parlement, Yamoussoukro, il n'y a personne, il n'y a rien là. Et pourquoi c'est là? Mais c'est le village du président. C'est tout. C'est quelle ethnie dominante? C'est quel groupe politique? C'est quoi les forces politiques qui sont en présence? Et qu'est-ce qui permettait? Et donc, je refais la boucle, je reviens en arrière, et là, je regarde le formel et je dis, ah, à la lumière de ces éclairages, que j'aurais peut-être trouvé par les faits sur Internet, mais si je n'ai pas trouvé là ces éclairages, je vais revenir en arrière pour comprendre qu'est-ce qu'on m'a expliqué et refaire une deuxième analyse qui est un peu plus intelligente que la première. En fédéralisme, je pense qu'on a 5 grandes forces par ordre de permanence de croissance. C'est la géographie, l'histoire, la démographie, l'économie et la politique. Chacune de ces forces explique l'état des lieux à un point dans le temps. La géographie, ça ne change pas. L'histoire, c'est difficile à changer. On peut une interprétation. La démographie, c'est très lent, mais ça se modifie. L'économie, c'est des forces lourdes, ça peut se modifier. La politique, c'est là. Ces choses-là agissent sous deux contraintes, les goûts des gens et la technologie. Et les juristes, à la fin, codifient les faits de ces différents éléments. Je pense que c'est un peu une façon de comprendre ce qu'on fait. 18 minutes. Donc pour moi, c'est un vrai challenge de vous expliquer le modèle fédéral belge, parce que j'aurais envie de commencer comme un professeur de droit constitutionnel que je ne suis pas, en disant la Belgique est un État fédéral composé de communautés et des régions. Et l'économiste prof de finances publiques voudra vous dire tout de suite, ce modèle n'a jamais existé en Belgique. Vous allez me dire, on a fait venir un fou. Donc je vais essayer de vous montrer, et notamment comment les finances publiques ont complètement déformé le modèle belge, qui est devenu un modèle non seulement asymétrique, mais en permanence inachevé. Donc, le modèle belge, j'espère découvrir qu'on n'est pas le plus complexe du monde, mais j'ai l'impression qu'on est le plus complexe du monde, notamment parce qu'on sait quand on a commencé, et ça c'est la différence souvent avec les autres, c'est qu'en 1970, on a commencé un début de fédéralisme, mais on ne sait pas où on va. On ne sait toujours pas quel est l'objectif final. Donc, nous, on a quelques conventions de recherche, notamment pour les parties francophones, parce que par rapport à votre remarque, nous, on est payé pour analyser les demandes du nord du pays. Donc, parce que nous, c'est vraiment un conflit à deux, même si on est trois, je vais y revenir. Et donc, on a des grosses conventions de recherche pour analyser toutes les demandes de décentralisation, voire de confédéralisme ou de sécession de la part du nord du pays. Et donc, on a une grosse équipe de recherche à analyser en permanence, de manière confidentielle, toutes les conséquences. Donc, on ne sait pas où on va. La Flandre sait où elle veut aller. Donc, le nord du pays, c'est le confédéralisme, voire la sécession. Et les francophones ne sont jamais demandeurs de rien, comme ils disent.
Donc, ils attendent et puis ils réagissent sur les demandes, ce qui donne un modèle un peu complexe. Moi, je vais essayer de le montrer. Donc, ce fédéralisme se met en place de manière progressive, mais par coup de conflits, de crises politiques et institutionnelles, en gardant qu'on a développé un modèle sans hiérarchie de normes. Donc, on a un modèle ultra concurrentiel, donc on a un fédéralisme concurrentiel où la coopération n'existe quasi pas. Une fois que les compétences sont transférées, chaque entité fédérée fait ce qu'elle veut dans sa sphère de compétences et le fédéral ne peut prendre aucune mesure, aucun contrôle. Et dans la crise sanitaire, je montrerai une petite anecdote dans mon exposé, ça a créé quelques problèmes de coordination, puisqu'on s'est retrouvé avec 8 ministres de la Santé pour un pays de 10 millions d'habitants, grand comme un confetti. Donc, de temps en temps, on était content de voir qu'en Allemagne ou en Suisse, il y avait aussi des petits problèmes de gestion, mais nous, tout ça est apparu. Donc, je vais rappeler ce modèle de double strate, avec des communautés et des régions, qui n'est pas toujours simple à comprendre, et qui disparaît de plus en plus, même si dans les faits, on parle toujours de communautés. Le fait que les communautés n'ont pas de territoire, ne sont responsables que vis-à-vis des habitants qui ont une caractéristique culturelle, mais il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de reconnaissance linguistique en Belgique. Donc, c'est le fait que vous viviez dans une région ou une autre, c'est comme si un anglophone vivait au Québec, ben, d'office, il est francophone. En Belgique, si vous êtes francophone et que vous vivez en Flandre, vous êtes néerlandophone, même si vous parlez que le français. Donc c'est une reconnaissance territoriale, alors que les communautés, du coup, vont avoir un mécanisme d'intervention spécifique sur Bruxelles, qui est la seule entité bilingue. Mais les communautés ne peuvent pas intervenir directement. On va devoir encore inventer un modèle assez complexe. Et puis, juste montrer, là, je reviendrai sur ma casquette de prof de finances publiques, on va avoir un vrai problème d'autonomie budgétaire et financière qui va entraîner cette création d'un modèle totalement asymétrique. Alors, ça, vous avez certainement déjà entendu parler, hein, le clivage nord-sud, communautaire, régional, mais ce clivage, il a disparu. Aujourd'hui, les vraies revendications, elles sont économiques pour tout le monde. Même la Flandre, son débat communautaire, elle l'a gagné, elle a une reconnaissance. Maintenant, le débat, il est purement régional et économique. Un autre débat qui se développe très très fort, c'est qu'on veut décentraliser de plus en plus, pour des raisons évidemment de rapprocher le citoyen, entre guillemets, de la décision politique, de responsabiliser davantage le citoyen, d'où de nombreuses revendications de décentralisation fiscale totale de certains impôts. Aujourd'hui, 25% de l'impôt des personnes physiques. La demande est d'aller encore plus loin à la prochaine réforme de l'État et de responsabiliser. Donc ça, c'est le combat nord-sud. La Flandre veut davantage de transfert de compétences et de fiscalité, mais veut qu'on responsabilise, parce qu'elle estime que les gens du Sud dépensent sans compter, et donc c'est anormal d'avoir des transferts, des dotations sans être responsable, et donc veut lier absolument la dépense à la collecte de l'impôt. Donc on voit que dans un modèle de décentralisation, il y a des modèles très, très différents, évidemment, qui se mettent en place, surtout qu'il y a des réalités économiques très différentes entre Bruxelles, la Wallonie et la Flandre. Donc, si je veux commencer, ça, c'est le modèle symétrique que tout le monde, entre guillemets, on explique à l'étranger. La Belgique, c'est 3 communautés, 3 régions. Donc, si vous n'avez pas ces cartes en tête, vous ne comprenez rien. Puisque les régions, elles peuvent intervenir que sur leur territoire régional. Donc, si j'ai une compétence régionale, l'économie, la région Wallonne, elle intervient sur son territoire, la Flandre sur son territoire et Bruxelles sur son territoire. L'économie, l'emploi. Si j'ai une compétence communautaire, l'enseignement, ce sont les communautés qui interviennent et sur leur propre territoire. Donc, la communauté germanophone, qui sont des Wallons, mais qui, pour l'enseignement, donc pour l'économie, l'entreprise dépendra de la Wallonie, pour son enseignement, dépendra de la communauté germanophone, il n'interviendra que sur son petit territoire. La communauté française interviendra sur la région wallonne, sauf pour la communauté germanophone. Et pour les institutions francophones sur Bruxelles. Elle n'intervient pas pour les Bruxellois francophones, elle intervient pour les écoles qui enseignent le français. Et la Flandre, elle intervient en Flandre, et pour les institutions qui enseignent l'enseignement en néerlandais. Et puis, il nous reste la Belgique. Alors, je vous ai mis quelques clés pour vous rendre compte. Évidemment, la plus grande région, c'est la Wallonie. La plus peuplée, c'est la Flandre. Et puis, je vous ai mis une clé IPP, impôt des personnes physiques, parce que tout le financement, ou l'essentiel du financement des régions, est basé sur des clés fiscales. Donc, le rendement de l'impôt sur le territoire de chacune des régions. L'impôt n'est pas calculé au lieu de travail,
mais au lieu de domicile. Ce qui cause beaucoup de problèmes pour Bruxelles, qui est la région la plus riche du pays en termes économiques, mais pour laquelle il y a 300 000 nafteurs flamands et wallons qui tous les jours vont travailler et repartent avec leur impôt dans leur sac à dos. Et leur impôt, il revient dans leur région. Donc, tout le débat qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas calculer l'impôt base de lieu de production, ce qui appauvrirait très très fort la Wallonie. Pour la Flandre, ça serait moins grave, mais qui appauvrirait la Wallonie, qui est déjà la région avec énormément de difficultés. Donc, je vous donne quelques indications au fur et à mesure. Et puis, on a les clés habitants, avec le paradoxe que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les habitants de Wallonie, c'est facile, de Flandre et de Bruxelles, mais on fait des clés population communauté. Or, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recensement linguistique en Belgique, c'est interdit. On va dire, mais comment est-ce qu'on identifie? Mais il y a une clé institutionnelle, inventée par les juristes, qui dit à Bruxelles, c'est 80% de francophones et 20% de néerlandophones, et puis tant pis. Ce qui fait que dans les faits, c'est plutôt 10-90, donc ce qui favorise toutes les institutions néerlandophones, puisque toutes les clés de financement sont basées sur l'hypothèse 20-80, mais impossible d'aller contre cette clé historique institutionnelle de défense de la minorité, évidemment, néerlandophone sur Bruxelles. Enfin, je vais un peu vite, parce que rien que sur ce sujet-là, on pourrait évidemment parler à peu près une heure. Donc, le fédéralisme belge, on ne sait pas où on va. Il a commencé en 1970. On crée 2 communautés. Il n'y a pas 3 plus 3 à l'époque. Il n'y a que 2 communautés. Et au fur et à mesure des crises institutionnelles, on va avancer dans un fédéralisme de plus en plus approfondi. Et on va modifier en même temps, en permanence, les mécanismes de financement. Donc, le financement du modèle fédéral belge de 1970 et celui d'aujourd'hui n'a rien à voir. À chaque crise institutionnelle, on réforme le nombre d'institutions, on réforme les compétences et on réforme le financement. C'est ça qu'en Belgique, on dit un spécialiste du fédéralisme belge, ça n'existe pas. Parce qu'il faut faire de l'histoire, de la politique économique, de l'économie, du droit fiscal, parce qu'on mélange tout en permanence. Donc, par rapport à l'objet un peu, et pour faciliter la vie de Max, tout à l'heure, donc, si je regarde, donc, en Belgique, il faut regarder la Constitution, les lois de répartition des compétences au niveau fédéral, puis on va venir à voir qu'il y a malheureusement une deuxième couche qui, pour un chercheur étranger, doit être compliqué à trouver, c'est des transferts de compétences entre les entités. Donc, si je regarde la Constitution et les lois de transfert de compétences, les lois spéciales, c'est la loi de réforme institutionnelle de 1980 qui est mise à jour régulièrement, on voit que les compétences de santé sont fédérales. Et puis, il y a un début de compétences de santé, surtout suite à la 6e réforme de l'État, au niveau des communautés. On voit les soins de santé, aide aux personnes, allocations familiales sont au niveau des communautés. A priori, les régions n'ont pas de compétences en matière de santé. La complexité, c'est que quand une compétence de sécurité sociale passe du fédéral aux communautés, elle ne s'appelle plus sécurité sociale, elle s'appelle matière personnalisable. L'Europe s'amuse beaucoup quand il doit refaire ces tableaux des dépenses globales de la Belgique sur les compétences de sécurité sociale, parce qu'il doit aller rechercher les matières personnalisables dans les compétences communautaires. Donc ça, c'est le schéma théorique qui n'existe pas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, quand on parle d'un fédéralisme belge en 1970, je dis toujours qu'il faut arrêter de rire. 1,8% du budget. En 1980, on n'était même pas à 10. Par contre, à partir de 89-90, on bascule 30-40%. Et aujourd'hui, si on regarde les dépenses primaires, donc en dehors des charges d'intérêt, vous avez les grands blocs avant la 6e réforme de l'État. Il faut savoir que pour expliquer la 6e réforme de l'État, avec un collègue professeur de droit fiscal à Liège, on a juste rédigé un bouquin de 900 pages pour expliquer la dernière réforme de l'État. Et ça n'explique pas la Belgique fédérale, ça explique juste la dernière réforme. Donc, qu'est-ce qu'on voit avant la 6e réforme de l'État? Donc, c'est celle de 2015. La sécurité sociale représente 23,1 points de PIB, ses dépenses. Après la 6e réforme de l'État, elle n'est plus qu'à 19,6. Donc, la 6e réforme de l'État, c'est un gros transfert des compétences de sécurité sociale. L'État fédéral, qui représentait 8,9, ne représente plus que 8,5. Les entités fédérées, qui représentaient 12,7, représentent 16,5. Donc, le premier niveau de pouvoir en termes de dépenses en Belgique, après la sécurité sociale, attention que la sécurité sociale ne fait pas partie du budget de l'État fédéral chez nous. Ce sont des organismes paritaires qui gèrent la sécurité sociale à côté
de l'État fédéral, ce sont les entités fédérées. Donc, le premier niveau de pouvoir en termes de dépenses en dehors de la sécurité sociale, ce n'est plus l'État fédéral. Alors, vous allez me dire, ouais, j'ai déjà vu d'autres chiffres. Attention, j'ai bien pris les dépenses primaires, j'ai enlevé les charges d'intérêt de la dette et la dette, parce que la dette aujourd'hui est essentiellement encore fédérale. Il y a des grosses demandes pour la régionaliser également, que chacun prenne sa part. On a même déjà dû faire des calculs dans cette fameuse convention en remontant en 1830 pour essayer de comprendre l'historique de la dette et si on l'a plus fait dans une région que dans une autre. Il faut vous rendre compte à quel point on peut être dans les débats institutionnels en Belgique. Voilà une autre manière de vous présenter les choses. Donc, j'ai pris avant Covid parce que les chiffres Covid perturbent complètement les rapports entre guillemets budgétaires. Donc, l'État fédéral, si j'enlève les transferts octroyés aux autres niveaux de pouvoir, donc sur lesquels l'État fédéral n'a aucune marge de manœuvre parce que ces transferts sont inscrits dans des lois spéciales. Donc l'État fédéral c'est juste un Mister Cash, hein, il n'a pas le choix, un distributeur. C'est 44 milliards. La sécurité sociale, c'est 100 milliards. Les entités fédérées, c'est 82 milliards. Et il reste les pouvoirs locaux, 33 milliards, avec quelque chose d'un peu particulier chez nous. C'est que les pouvoirs locaux, c'est les communes, mais aussi les provinces, qui ont parfois, ou pas parfois, qui ont plus de pouvoir que les communautés en termes d'autonomie fiscale et budgétaire. Donc on a un niveau préexistant de fédéralisme qui était les provinces. Donc les provinces existaient avant la Belgique, on les a maintenues et on leur a laissé énormément de compétences, notamment budgétaires et fiscales, mais elles dépendent des régions. Donc là, c'est juste pour l'anecdote, avant la création de la Belgique, donc à l'époque napoléonienne, et puis les provinces belges, on voit qu'elles existaient, elles préexistaient, mais la caractéristique évidemment des provinces, c'est qu'elles sont vraiment à la fois un pouvoir subordonné, mais à la fois un pouvoir décentralisé avec une capacité fiscale propre. Et dans la Constitution, on définit l'intérêt provincial qui n'est pas limité. Donc, les provinces peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, tant qu'elles ne viennent pas sur les plates-bandes des autres niveaux de pouvoir. Mais comme elles avaient ce pouvoir, et comme les communautés avaient des problèmes financiers, les provinces sont venues suppléer des carences liées au manque de financement des communautés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les provinces, pour 50% des dépenses des provinces wallonnes, ce sont des dépenses d'un autre niveau de pouvoir, des communautés. Donc ça crée une espèce de méli-mélo de compétences qui rend très, très compliqué les réformes institutionnelles. Donc, comment est-on passé de ce modèle symétrique, donc 3 communautés, 3 régions, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais existé, parce que si vous revenez à ma ligne du temps, donc là, j'ai 2 communautés, en 83, j'ai 3 communautés, 2 régions, j'ai 3 communautés, 3 régions à partir de 89, mais en réalité, on va en rajouter 3 autres, et à partir de là, je vais passer dans un modèle complètement asymétrique. Donc, on crée communauté française, communauté flamande. Je vais venir à mes petits schémas, ça sera plus facile de comprendre. Ça, 1970. Pourtant, tout le monde dit que le fédéralisme belge, c'est 3 plus 3. 1970, j'ai que 2. La communauté française, la communauté flamande, très très peu de compétences. 1983, la communauté germanophone apparaîtra. Mais premier élément, c'est la région flamande et la communauté flamande qui décident de fusionner. Alors, on a toujours dit que c'était un grand geste politique pour faire l'unité flamande. Et puis nous, à la longue, de faire des recherches, et notamment sur le modèle, maintenant on parle d'un modèle à 4 régions, on supprimerait les communautés. On a redétricoté tout le modèle de la communauté flamande pour savoir, tiens, quelles seraient les finances de la communauté flamande si elle était indépendante de la région flamande. Et on a pu constater que la communauté flamande, elle serait aussi en difficulté financière. Donc la vraie raison, entre guillemets, de fusionner les deux, de fusionner les recettes et les dépenses, c'était une raison budgétaire. Il y avait une raison politique, mais il y avait une vraie raison budgétaire qui fait que la communauté flamande n'a jamais eu de problème financier, contrairement à la communauté française, parce que les communautés n'ont pas de pouvoir fiscal. Elles ne vivent que de dotations. Donc elles peuvent dépenser, mais ne peuvent percevoir aucune recette. Et il n'y a aucun dispositif qui permet d'adapter le transfert à la dépense. Donc 83, là on part dans un modèle à 2 plus 2,
puisque j'ai la communauté germanophone qui apparaît, en sachant que j'ai fusionné ces deux-là, et que les régions vont apparaître progressivement à partir de 82. Mais pour créer la région wallonne et la région flamande, on met Bruxelles entre parenthèses. Bruxelles dépend de l'État fédéral. On va dire, ah, enfin, le modèle qu'on connaît à partir de 89. Donc là, a priori, j'ai bien les trois communautés qui apparaissent, les trois régions, sauf qu'elles ont toujours fusionné. Et donc, je ne suis jamais un modèle à 3+3, puisque la communauté flamande et la région flamande ont fusionné, c'est-à-dire qu'elles ont fusionné et les dépenses et les recettes. Et puis, pour régler les problèmes sur Bruxelles, souvenez-vous, jusqu'en 89, Bruxelles dépend de l'État fédéral et des deux autres communautés. Mais pour permettre aux deux communautés d'intervenir à Bruxelles, on est obligé de créer 3 commissions communautaires bruxelloises. Une pour les francophones, une pour les néerlandophones. Alors ça, c'est facile, c'est l'enseignement. Il y aurait les écoles. Et puis une salle de sport. Ça dépend de qui. Ah ben c'est commun. Donc on a une commission communautaire commune, qui jusqu'à la 6e réforme de l'État n'avait presque rien à faire. Mais à la 6e réforme de l'État, on va lui transférer les allocations familiales, parce que là, il n'était pas question que sur un même niveau d'un appartement à Bruxelles, a priori, des néerlandophones et des francophones et des allocations familiales différentes. Et donc là, on a dû changer un peu le modèle, mais j'y reviens dans un instant. Et puis à partir de 89, donc on crée cette fameuse loi de financement des régions et des communautés, basée essentiellement sur des clés fiscales. Et dès le début, la communauté française est en faillite. La communauté flamande n'y est pas parce qu'elle a fusionné avec la région flamande. Et donc, c'est les impôts de la région flamande qui financent les compétences de la communauté flamande. Du côté francophone, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si la région wallonne avait fusionné avec la communauté française, on n'aurait jamais vu Bruxelles. Bruxelles n'aurait jamais existé. Et les francophones voulaient que Bruxelles existe. Et Bruxelles, c'est 80% de francophones, la clé institutionnelle. Donc, fusionner la région wallonne et la communauté française, c'était nier Bruxelles. Donc, les francophones ne font pas cette fusion. Et donc, la communauté française est dans un gros problème de financement. Et dans notre système fédéral, c'est comme au niveau européen, avant qu'on crée le mécanisme européen de stabilité avec la crise grecque, il n'y a aucun mécanisme de sauvetage de l'État fédéral par rapport à une entité décentralisée qui tombera en faillite. Ça n'existe pas. Donc, tout doucement, les francophones commencent à cogiter. C'est comment est-ce qu'on peut aider la communauté française, notre enseignement? Les Wallons se disent comment on va aider notre enseignement? Ben, on va peut-être essayer d'inventer un transfert de compétences de la communauté vers la région. Et c'est ce qui se passe à Saint-Quentin et à Saint-Émile. Donc, la communauté française, qui a énormément de problèmes financiers, va transférer une partie de ses compétences, lesquelles? Les matières personnalisables. Tout ce qui touche à la santé, va les transférer à la région wallonne. Donc ça veut dire que du côté flamand, c'est la communauté flamande qui est compétente, c'est la communauté germanophone qui est compétente, mais du côté francophone, c'est la région wallonne qui est compétente, plus la communauté. Alors la petite astuce, on va me dire, bah, ça ne change rien, elle est en difficulté financière, elle se débarrasse de compétences. Ah oui, mais la petite astuce, c'est qu'elle va donner les compétences et pas tous les moyens qu'elle a avec. Donc l'idée, c'est que la région wallonne va utiliser son pouvoir fiscal pour combler le trou. 6e réforme de l'État. Le petit exemple des allocations familiales va tout de suite, donc on va... C'est 20 milliards de transferts de compétences, donc c'est à peu près 250 milliards de dépenses publiques en Belgique. Donc d'habitude, quand on transfère des compétences aux communautés, c'est ma carte de début. Hein? Donc les territoires... La région wallonne, c'est la communauté française, c'est la région wallonne et Bruxelles. La communauté flamande, c'est la région flamande et Bruxelles. Et puis on a la communauté germanophone. Mais pour des compétences comme les maisons de repos, les allocations familiales, on se dit à Bruxelles, ça va poser un problème. Si la communauté française et la communauté flamande, via les institutions linguistiques à Bruxelles, commencent à développer des modèles concurrents. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas en plus d'identité linguistique, moi je peux dire demain, je suis flamand, je veux les allocations familiales flamandes. Je suis flamand, je vais dans une maison de repos flamande parce qu'elles sont mieux financées. Donc, comment éviter ça? C'est de se dire, ça ne peut pas être les communautés qui gèrent les compétences, les nouvelles compétences communautaires sur Bruxelles. Donc, on met à plat toute la logique de transfert de compétences depuis 1970. Et on dit, à Bruxelles,
on va transférer à la COCOM, Commission communautaire commune. Ah ben c'est du communautaire, tout va bien. Alors le paradoxe, je n'ai pas fait le petit volet politique, donc communauté flamande, c'est les élus flamands, communauté française, les francophones, Parlement wallon, c'est les élus wallons, mais la COCOM, la Commission communautaire commune, c'est le même Parlement que la région bruxelloise, c'est le même gouvernement que le gouvernement bruxellois. Donc c'est les Bruxellois. Donc, en transférant à la COCOM, on régionalise la compétence. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, la communauté flamande sur le territoire de la région wallonne, de la région flamande, gérait ses compétences d'allocation familiale. Les Bruxellois géraient leurs compétences d'allocation familiale. Les germanophones géraient leurs compétences d'allocation familiale. Et les Wallons pas, puisque c'était la communauté française qui les recevait. Donc, ça n'a pas duré une nuit de négociation. Les Wallons disent « Ah, on va tout transférer de la communauté française à la région wallonne. » Et donc, on a un modèle totalement asymétrique, parce que dans notre... Pour Max, qui va essayer de vous expliquer ça tout à l'heure, les allocations familiales, c'est la communauté flamande, c'est la région wallonne, c'est la commission communautaire commune, et c'est la communauté germanophone. Donc, ça n'a plus rien à voir avec un fédéralisme asymétrique. On est dans un modèle totalement asymétrique. Voilà, ça j'ai déjà expliqué. Alors, cerise sur le gâteau, c'est que les Wallons entre eux, donc les francophones et les germanophones, s'entendent pour transférer plein de compétences régionales à la communauté germanophone, qui devient un modèle communauté-région. Donc en Belgique, faire un tableau avec les entités, les comparer en termes budgétaires, ça n'a plus aucun sens, puisqu'elles n'ont plus les mêmes compétences, et plus aucune n'est comparable à une autre. Mais tout ça avec des transferts financiers qui sont différents en fonction des négociations, parce qu'il y a différents articles de la Constitution qui permettent les transferts entre entités décentralisées, mais qui ne fixent pas les manières de transférer les moyens. Chacune négocie comme elle veut. Bon, je vais passer. Ce qui fait qu'on a un modèle qui n'est pas nécessaire, et vous avez tous les transferts de compétences, qui fait que généralement on dit quelqu'un comprend quelque chose de fédéralisme belge, c'est qu'on l'a mal expliqué. Et voilà, et pendant la crise, évidemment, on a découvert, beaucoup de gens ont découvert, parce que ce que je vous explique sur l'asymétrie, c'est que francophone. Donc au nord du pays, ils ne comprennent plus rien. Parce qu'ils ne suivent pas ces accords intra-francophones. Ce ne sont pas des lois fédérales, ce sont des décrets régionaux. C'est comme si vous avez, en permanence, vous étudiez les lois de la province d'Ontario ou toutes les provinces. Donc, on ne les étudie pas en permanence. Donc, ce sont des accords entre entités francophones. Et donc, au nord du pays, ils ne comprennent plus. Et pendant la crise, évidemment, on s'est rendu compte, du coup, quand on a dû faire la première réunion de coordination des ministres de la Santé, mais qu'on en avait 8. Alors que dans la Constitution, on devrait en avoir 4, si on suit le modèle symétrique. Ce qui fait que, quand vous regardez, je vous ai mis quelques chiffres, évidemment, en termes de finances publiques, et alors, par rapport à une remarque de mon collègue précédemment, évidemment, et par rapport à la Suisse, on n'aura pas ce problème-là non plus. Vous allez tout le temps voir apparaître des soldes de financement, c'est-à-dire que nous, le périmètre, maintenant, il est établi par les règles du SEC, le système européen de comptabilité nationale pour le reporting en gouvernance budgétaire. Et donc, les finances publiques ne se limitent plus aux dépenses du gouvernement. Tout organisme qui peut être qualifié comme dépendant du périmètre des administrations publiques est globalisé dans les dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on a même des sociétés anonymes de financement qui sont financées par les pouvoirs publics. On ne peut plus aller décentraliser des dépenses ou des recettes. À un moment, on fait ce qu'on appelle le regroupement économique. Il n'y a plus que ça qui compte. Donc, on regroupe toutes les dépenses et les recettes, ce qui perturbe beaucoup parce que les chiffres qu'on présente maintenant en termes de déficit, de dette, ne correspondent plus au déficit des ministères. C'est un périmètre beaucoup plus large qui est défini par les règles européennes. Et donc, la complexité de tout ça, c'est que quand je regarde le budget, je prends que la communauté française, on va dire, ah, un budget de 15 milliards. Mais dans ces 15 milliards, il y a 4 milliards de transferts automatiquement vers la région wallonne. Donc, le 17 milliards, le 15 milliards, pardon, le 16,5 milliards, en réalité, il est faux. Je dois enlever 4 milliards parce qu'ils sont automatiquement transférés parce que les compétences ne sont plus exercées par la communauté. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle les reçoit encore? Parce qu'elle les reçoit de l'État fédéral, parce que l'État fédéral ne reconnaît pas les accords intra-francophones.
Donc ça devient, j'espère que je ne vous perturbe pas complètement, mais vous montrer à quel point maintenant, dans les négociations, parce que maintenant, quand tous ces gens se retrouvent autour d'une table, ben, ils ne parlent plus de la même chose. Ils n'ont plus les mêmes compétences et donc plus les mêmes exigences. Alors juste peut-être un élément qui nous perturbe beaucoup. Donc, dans des travaux de recherche, on a essayé d'identifier comment est-ce que je peux voir si j'ai une véritable entité décentralisée avec un pouvoir dans un État fédéral. Et donc, on avait essayé de caractériser ces différentes entités par l'autonomie budgétaire, le pouvoir de dépenser librement, l'autonomie financière, de disposer de ressources propres. Est-ce qu'il y a un mécanisme de responsabilité financière? Et solidarité, c'est ce qui correspond à votre mécanisme de péréquation. Alors, pour les régions, on a toutes les caractéristiques. Le paradoxe, c'est que pour les provinces qui ne sont pas une entité fédérée, on a toutes les caractéristiques. Et vous voyez, pour les communautés, en réalité, c'est de la déconcentration. Ce n'est pas une entité décentralisée au sens économique et financier du terme. Elles n'ont aucun pouvoir. Elles peuvent dépenser, mais elles peuvent juste dépenser en fonction des dotations que l'État fédéral lui donne. Et elle n'a aucune marge de manœuvre, ce qui explique les grosses difficultés financières des communautés. Alors, juste pour vous dire dans quel débat on est, vous avez l'évolution ici en termes de déficit et de dette. Alors, pour répondre à votre question, on parle en pourcentage des recettes, nous, et pas en pourcentage du PIB, parce qu'avec le phénomène notamment des nafteurs, les PIB régionaux ne reflètent pas la capacité fiscale. Donc, on ne peut pas calculer tout en PIB régionaux, et on parle, évidemment, on ramène tout en pourcentage des recettes. Mais juste pour vous montrer, évidemment, d'abord, évidemment, la crise Covid, qui nous a fortement frappé. La seule entité qui était à l'équilibre avant la crise Covid, c'était la Flandre. La seule qui revient à l'équilibre à l'horizon 2027, c'est la Flandre. Et toutes les autres restent en déficit structurel. Alors, pour la dette, vous voyez, la région wallonne, on voit sa dette continue d'augmenter, alors que ses recettes sont 3 fois moins importantes que celles de la communauté flamande. Donc l'enjeu à la veille d'une 6e réforme de l'État, en plus, c'est que la situation financière des entités francophones par rapport au nord du pays est évidemment dramatiquement différente, ce qui crée évidemment énormément de tensions et qui justifie le débat de la Flandre de dire, ben, vous voyez, nous sommes de bons gestionnaires, nous avons les mêmes mécanismes de financement, c'est vrai. Et donc, c'est nous qui allons encore devoir financer pour les autres entités. Et le clivage est souvent Flandre contre la Wallonie, évidemment, et Bruxelles. Je pense que j'ai été trop long. Merci beaucoup. J'aimerais remercier Alain et Benoît de m'avoir accueilli dans l'équipe d'organisation de ce colloque. C'était à l'origine mon collègue de Genève, Jean-Michel Bonvin, qui devait être là et je l'ai remplacé avec grand bonheur parce que le sujet m'intéresse énormément. Je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité, je suis une spécialiste de la protection sociale. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est au fond de vous expliquer très rapidement, parce que je vais pouvoir être rapide, comment fonctionne le fédéralisme en Suisse. Et puis, de vous montrer au fond, et ce sera peut-être là la particularité, la scission à peu près totale, en tout cas en théorie, qui existe entre la fiscalité d'une part et la protection sociale d'autre part, mais en même temps avec des imbrications de compétences et de lois qui vont finalement permettre assez insidieusement de reporter sur les charges fiscales un certain nombre de dépenses de la sécurité sociale. Alors, on ne va pas aller dans les détails aujourd'hui, c'est ce qu'on fera en avril à Genève, mais j'espère pouvoir vous donner 2-3 amuse-bouches avec ma présentation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est très rapidement vous expliquer l'organisation politique de la Suisse, vous expliquer en Suisse comment sont réparties les compétences fiscales. Là aussi, vous verrez, ce n'est pas très compliqué. La répartition des compétences en matière de protection sociale est un tout petit peu plus compliquée et la présentation de tout ça pourra m'amener à vous expliquer comment la fiscalité intervient quand même dans le financement de la protection sociale, ce qui me permettra ensuite de vous indiquer les domaines qui aujourd'hui, selon moi, posent un certain nombre de problèmes pour l'avenir et des problèmes sur lesquels il faudra qu'on réfléchisse, qu'on pourra faire en avril à Genève aussi. Alors, la Suisse, nous, on a commencé petit, on a commencé à 3, c'était en 1291, quand 3 cantons, Uri, Schwyz et Ungarn,
se sont réunis dans une jolie plaine bucolique au bord d'un lac qui s'appelle le Grutli, et ils ont levé 3 doigts, nous dit-on, et ils ont juré de se mettre ensemble pour se protéger contre les invasions des méchants, c'est-à-dire de tous les gens qui étaient autour. Et puis, petit à petit, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais la Suisse s'est constituée par un jeu d'alliance. Hein. On s'est mis ensemble, donc ce sont des cantons, des entités territoriales que vous avez ici toutes regroupées, qui au fil du temps, et quand je dis au fil du temps, c'est entre 1291 et 1979. Donc vous voyez que ça a pris un certain temps pour qu'on ait la Suisse dans sa composition actuelle. Donc, ces cantons sont... Donc, l'unité de base de la Suisse, c'est le canton, ce n'est pas l'État fédéral. L'État fédéral, il est là parce qu'on le veut bien. Mais si on ne le veut plus, ben, il n'y en aura plus. Mais pour l'instant, on le veut bien, donc il est là, l'État fédéral, la Confédération. Et les entités souveraines de la Suisse sont par principe les 26 cantons. Donc, je n'ai pas représenté ici sur cette carte les régions linguistiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans toute notre discussion pour la Suisse, elles n'auront pas d'incidence. On n'a pas comme en Belgique ces compétences qui dépendraient des régions linguistiques, mais on a en Suisse 3 régions linguistiques principales, donc la Suisse romande ici à l'ouest, et puis ensuite la Suisse alémanique, la Suisse italienne ici, le Tessin, et puis on a une toute petite partie des Grisons qui parlent encore une 4e langue, le romanche, donc ce sont les 4 langues constitutionnelles, voilà. Alors, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire, je crois, chez nous, les communes, donc qui sont des subdivisions territoriales des cantons, les communes, aujourd'hui, elles sont 2136, mais le nombre tend à diminuer parce que là, les cantons, c'est une tendance politique en Suisse de regrouper les communes. On a énormément de fusions de communes depuis plusieurs années, ne serait-ce que parce qu'on n'arrive plus à trouver les gens pour administrer les communes. En fait, à chaque fois constituer un conseil communal avec un syndic, des municipaux, on n'arrive plus à trouver assez de gens. Donc, on regroupe et ça permet aussi, évidemment, de limiter les dépenses. La Suisse est un pays de démocratie directe. C'est très important d'avoir ça en tête pour nos discussions, je pense, parce que du coup, c'est un pays qu'on ne peut pas administrer par le haut de manière arbitraire et sans aucune limite. D'abord, pour que la Confédération puisse faire quelque chose, pour que l'État fédéral puisse agir, elle doit être autorisée à le faire par la Constitution. Donc, elle n'a rien le droit de faire toute seule si ce n'est pas marqué dans la Constitution qu'elle a le droit de le faire. Et pour qu'elle ait le droit de le faire, eh bien, il faut une norme dans la Constitution, et l'introduction d'une norme dans la Constitution suppose un référendum obligatoire qui doit obtenir la double majorité du peuple et des cantons dans les urnes. Donc, ce n'est pas forcément facile. On ne peut pas demain décider que, oh ben oui, tiens, allez, on va être compétent en matière de quelque chose et puis ça va se faire. C'est un peu plus compliqué que ça. On a aussi l'initiative populaire. Donc, l'initiative, c'est la possibilité pour les citoyens, pour différentes personnes, de proposer quelque chose, de dire maintenant, nous, on veut un congé paternité. Je prends un exemple dans la protection sociale, qui est le dernier qui a abouti chez nous. En fait, c'est des gens qui ont dit on veut un congé paternité, et puis ben, voilà, on a un congé paternité maintenant. Ça permet de faire avancer les choses. D'une manière générale, la Suisse est un pays gouverné par la liberté et la responsabilité individuelle. Donc, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre Constitution. À l'article 6 de la Constitution, il est inscrit « Chaque personne est responsable d'elle-même ». Donc, voilà, ça situe un tout petit peu le cadre. Et d'une manière générale, tout ce qui va être la centralisation des compétences va être mal perçu. Donc, à chaque fois qu'on va dire, oui, quand même, il faudrait que ce soit la Confédération qui soit compétente pour faire quelque chose, il va y avoir une sorte de crispation naturelle. C'est vraiment, vous pouvez voir ça physiquement chez les gens, hein, tout de suite. Voilà. Et en fait, ça va toujours être un débat assez long, assez compliqué, pour qu'on arrive à avoir cette fameuse norme dans la Constitution qui va autoriser l'État fédéral à agir dans un domaine ou dans un autre. Alors, en matière fiscale, on ne déroge pas à la règle. Ce sont par principe les cantons qui sont compétents. Donc, chaque canton a l'autorité, enfin la compétence pour décider quels impôts il veut prélever. Donc, il a le droit de décider quel type d'impôt il veut prélever. Il a le droit de décider sur quelle base, quelle va être l'assiette de l'impôt. Il a le droit de fixer comment il le prélève. Il a le droit aussi de décider comment il le dépense.
Hein, ça, c'est le canton qui peut faire ça comme il veut. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une norme dans la Constitution qui dit « ben non, cet impôt-là, c'est la Confédération qui va le faire ». La Confédération, elle, de son côté, elle n'a le droit de prélever que les impôts qui sont expressément prévus dans la Constitution. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, bah, comme vous avez compris, ce n'est pas simple de décider si demain la Confédération décide qu'elle aimerait bien créer un nouvel impôt, c'est un nouvel impôt. Il va falloir modifier la Constitution. Donc, il va falloir obtenir une double majorité du peuple et des cantons. Et si elle est autorisée à le faire, elle devra encore élaborer une loi. Et cette loi pourra être attaquée par référendum, facultatif cette fois-ci. Donc, en gros, entre le moment où la Confédération décide qu'elle aimerait un impôt et puis le moment où il va exister effectivement cet impôt, il peut se passer 30 ans sans aucun problème. Donc, voilà, et en général, pas d'urgence. Les communes, donc les subdivisions des cantons, peuvent aussi avoir des compétences fiscales, et ça dépend des cantons. Donc, c'est du droit cantonal. Les cantons peuvent décider s'ils octroient des compétences fiscales aux communes ou pas. En principe, ils le font. Et le cas échéant, quels sont les impôts que les communes peuvent prélever. Donc, on peut avoir en fait un système fiscal sur 3 niveaux, avec des encaissements au niveau de la Confédération, des cantons et puis des communes, chaque entité finançant son propre budget avec ses propres rentrées. Après, et ça on ne va pas en parler aujourd'hui, il y a des mécanismes de péréquation entre les 3 niveaux d'entités pour assurer une égalité entre les cantons qui auraient des faibles revenus mais des grosses dépenses ou l'inverse. C'est tous les mécanismes de péréquation, mais ça on en parlera de manière plus détaillée en avril à Genève. Là, je vous ai simplement sur les tableaux qui suivent, je vous ai simplement indiqué quels sont les impôts qui sont prélevés par la Confédération. Il y a un impôt sur le revenu et sur le bénéfice des entreprises, donc le revenu des personnes physiques et bénéfice des entreprises, l'impôt fédéral direct. Mais vous avez sinon plutôt, vous voyez, des impôts assez ponctuels, des taxes sur certaines activités particulières. J'ai indiqué ici en italique, vous voyez qu'il y a quelques postes que j'ai indiqués en italique, donc l'impôt fédéral sur les maisons de jeu, la TVA, et puis qu'est-ce que j'ai mis, le tabac et les boissons distillées. Je les ai mis en italique parce que ce sont des impôts qui, de par la Constitution, sont exclusivement affectés au financement du régime étatique des retraites, donc du premier pilier, c'est prévu dans la loi. Ce qui me permet toujours de dire, quand j'explique ça à mes étudiants, je leur explique que plus ils mènent une vie dissolue, plus ils financent en fait les retraites du premier pilier, puisqu'en fait, il faut jouer, boire et fumer pour financer le système de retraite, ce qui est à double, comment dire, l'avantage est double, puisqu'en principe, vous diminuez aussi votre assurance pour ça, et du coup, vous risquez de dépendre moins longtemps du système de retraite. Donc voilà, j'ai une grande sympathie pour les gens qui fument, qui boivent et qui vont dans les maisons de jeu. Voilà. Ici, j'ai indiqué les impôts qui sont prélevés par les cantons. De nouveau, ça peut dépendre d'un canton à l'autre. Ici, c'est un tableau général des impôts qu'on retrouve en principe partout, mais ça peut varier. Il y a 26 cantons, donc potentiellement 26 législations différentes, 26 modalités de calcul d'impôts différents. Mais évidemment, l'impôt sur le revenu et la fortune, c'est l'impôt qu'on retrouve en tout premier. Voilà, avec différents impôts qui sont prélevés. Donc, ici, tous ces impôts-là vont servir à financer le budget cantonal selon les règles du droit cantonal. Ce n'est pas la Confédération qui va venir expliquer aux cantons comment ils doivent dépenser leur argent. Ils vont utiliser ces ressources pour dépenser leur argent. Ce que j'aimerais souligner encore après ces 2 tableaux, c'est que vous voyez qu'il n'y a en aucune manière dans ces 2 tableaux les cotisations sociales qui apparaissent au titre des impôts. Donc en Suisse, c'est quelque chose qui est totalement séparé. Il y a la fiscalité d'une part, et d'autre part, eh bien, il y a les cotisations sociales ou les primes. On connaît 2 types de financement pour la protection sociale, les cotisations et les primes. Et c'est une distinction qui est très claire, quand bien même les cotisations sociales vont le plus souvent être prélevées à la source sur le revenu de la personne, les travailleurs salariés. Les cotisations sociales sont prélevées par le biais de l'employeur sur le salaire directement, mais ce n'est pas considéré comme un impôt, ce sont des cotisations sociales, et c'est donc tout à fait distingué de cette discussion-là.
Donc, vous voyez ici, répartition des compétences fiscales, forte prédominance des cantons. Hein, c'est vraiment l'élément qu'il faut retenir ici. À l'inverse, en matière de protection sociale, c'est la Confédération qui va prévaloir. La Confédération est compétente pour légiférer dans toutes les assurances sociales. On a actuellement 11 régimes d'assurance sociale qui sont régis par 13 lois principales, plus toutes les ordonnances d'application. Enfin, ça donne un corpus législatif assez important. Alors, pourquoi on a ce système-là? C'est pour des raisons historiques. J'ai malheureusement pas le temps, et même si j'adore faire ça, et il paraît que je le raconte assez bien, mais j'ai pas le temps aujourd'hui de vous faire toute l'histoire. La protection sociale en Suisse s'est construite en gros entre 1900 et 2020, à peu près. C'est encore en train de se développer aujourd'hui avec des nouveaux congés parentaux. Mais de nouveau, avec cette particularité, hein, à chaque fois qu'on a voulu faire une assurance sociale, à chaque fois, il a fallu donner la compétence à la Confédération, donc être d'accord de changer la Constitution, puis ensuite il a fallu faire une loi, et puis être d'accord sur la loi. Donc, pour vous donner des indications, hein, par exemple, l'assurance vieillesse, donc le régime des retraites est le premier pilier. On a transféré à la Confédération la compétence de légiférer en 1925 et on a adopté la loi en 1948. Hein, donc, prend le temps de la réflexion. Hein. En réalité, il y a plein de... En fait, je crois que je pourrais vous raconter des anecdotes hyper rigolotes sur la création de toutes nos assurances sociales. Peut-être que je le ferai à Genève, on verra. Mais c'est tout ça pour que vous compreniez, au fond, qu'on ne pouvait pas, en Suisse, un jour se dire « on va faire un code de sécurité sociale ». Ça n'aurait pas été possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu des événements qui se sont dit « ce serait quand même bien si on avait une assurance maladie ». D'accord. Puis 20 ans plus tard, on s'est dit, un régime de retraite, ce serait peut-être bien. Ouais. Et voilà. Et on y allait tranquillement, en fait. À chaque fois qu'il y a eu un besoin, on a réussi à créer ces assurances sociales. Quand je dis chaque fois qu'il y a eu un besoin, en gros, c'est à chaque fois qu'il y a eu une guerre, une crise politique, un effondrement des marchés financiers. Enfin, voilà, on a une histoire qui est très calquée là-dessus. Relever encore que ce qu'on appelle l'aide sociale ou l'assistance publique, ça, c'est quelque chose qui relève exclusivement des cantons. Donc, les gens les plus pauvres, qui sont les gens qui coûtent les plus cher, les marges aux finances cantonales et les assurances sociales qui, en Suisse, sont de plus en plus réservées aux gens qui n'en ont pas besoin, sont des assurances qui, elles, vont être financées au niveau fédéral par des cotisations et des primes d'assurance sociale. J'ai essayé, donc je vais pas commenter chacune des lignes de cette diapositive, mais ce que je voulais montrer avec cette diapositive, c'est qu'on a en Suisse un patchwork d'assurance sociale. On n'a pas un modèle. On n'a pas un seul modèle et ensuite, toutes les assurances sociales fonctionnent de la même manière. Chaque assurance sociale est différente, a sa logique propre, son administration propre, sa manière de fonctionner, sa logique inhérente. Alors, j'ai essayé ici de créer un peu des catégories en fonction de l'intervention possible des cantons dans la gestion, dans le financement d'assurance sociale. Donc, on voit par exemple qu'il y a des assurances sociales dans lesquelles les cantons n'interviennent absolument pas. C'est tout géré au niveau fédéral. Ce sont souvent les assurances professionnelles, donc ici assurance accident, prévoyance professionnelle, assurance militaire aussi. C'est uniquement prévu au niveau fédéral, les cantons n'ont rien à dire. On a ensuite des régimes dans lesquels les cantons ont une compétence administrative, c'est-à-dire que la loi fédérale leur dit vous allez mettre en place une caisse pour gérer le truc, vous ne décidez rien du tout. C'est d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui, parce qu'en fait, la loi fédérale ne dit pas aux cantons comment ils sont censés financer cette jolie caisse qu'ils doivent mettre sur pied pour gérer le système. Et du coup, les cantons doivent en fait absorber les déficits de ces organismes sur leurs recettes fiscales, ce qui est un peu embêtant. On a des systèmes dans lesquels le régime fédéral prévoit un minimum et les cantons ont le droit de faire mieux. Typiquement, les allocations familiales, la loi fédérale impose un montant minimum, mais si vous avez envie de prévoir le double dans votre canton parce que vous êtes un canton sympa, politique familiale développée, voilà, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de le faire. C'est le cas aussi avec les congés parentaux. Il y a des cas dans lesquels les cantons peuvent faire certaines choses. Avec une certaine autonomie, mais encadrée, notamment dans le cadre de l'assurance chômage,
où les cantons doivent mettre en place, c'est la loi qui leur impose de mettre en place toute une série de mesures pour lutter contre le chômage, pour prévenir le chômage. Ça, c'est les cantons qui vont devoir mettre en œuvre. Et puis, on a finalement des assurances sociales qui rétrocèdent aux cantons une partie assez importante du financement. Et ça va notamment être le cas de l'assurance maladie. Et c'est actuellement un des plus gros enjeux de notre système de protection sociale en lien avec la fiscalité. C'est vraiment la problématique du financement des soins de santé. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai un peu pris de l'avance sur ma présentation, donc je vais passer cette diapositive qui ne sert plus à rien, parce que je vous ai déjà dit ce qu'il y avait dessus. Ici, j'ai indiqué sur cette diapositive, donc j'ai de nouveau essayé de faire des catégories. J'ai essayé de faire des catégories en montrant quelles étaient les assurances sociales qui n'impliquaient pas du tout le recours aux recettes fiscales, donc qui sont autofinancées, si je peux employer ce terme, avec un régime, par exemple, comme l'assurance accident ou la prévoyance professionnelle. C'est des régimes qui sont financés par les travailleurs et par les employeurs, et il n'y a absolument aucune intervention de l'État dans le financement de ces régimes-là. Et puis, à l'inverse, vous avez tout en bas des assurances sociales qui vont être exclusivement financées par les impôts. Alors ça, c'est très bizarre. En doctrine juridique, on a des débats sans fin pour savoir si ce sont vraiment encore des assurances sociales, puisqu'elles sont exclusivement financées par les impôts. On a des débats qui sont en cours et qui ne sont pas finis sur cette question-là. Je pense que c'est une bonne idée qu'on continue de les qualifier d'assurance sociale malgré tout, parce que ça a un certain nombre d'impacts sur la manière dont les personnes qui perçoivent les prestations sont traitées. Donc, voilà. Puis vous avez deux catégories entre deux. Et j'aimerais terminer en fait en pointant, ça ce sera peut-être la base pour la suite de nos discussions à Genève, en pointant les deux catégories d'assurance sociale qui, selon moi, posent problème pour l'avenir. Donc, ce sont d'une part les assurances sociales dont je viens de parler, celles qui sont exclusivement financées par les impôts, au-delà du débat dogmatique, hein, ce n'est pas tellement ça qui est essentiel pour l'avenir. Ce qui est essentiel pour l'avenir, c'est le financement de ces assurances qui sont destinées aux plus pauvres, en fait. Ce sont des assurances qui sont destinées aux gens les moins nantis et les gens qui ont la santé la plus chancelante. Donc, ce sont les gens qui coûtent le plus cher à la société. Et ça rejoint l'autre problème, c'est-à-dire les assurances sociales qui impliquent le recours à des ressources fiscales des cantons. Donc, on a cette particularité, c'est le cas avec l'assurance maladie notamment. Les cantons ont la responsabilité de mettre les soins de santé à disposition. L'assurance maladie fédérale dit comment on va payer pour ces soins de santé. Et cette loi sur l'assurance maladie dit aux cantons, en fait, nous, on paye que ça, et en fait, le reste, vous devez vous débrouiller pour le payer vous-même. C'est notamment le cas avec les soins de longue durée, où en fait, l'assurance maladie va dire non, mais alors nous, on paye 10 francs par jour par personne, et le reste, c'est les cantons qui payent. Et puis, la Confédération a le droit de changer cette loi. Elle peut décider, non, l'année prochaine, ce sera 8 francs par an. Voilà. Et les cantons, du coup, doivent absorber la différence qui n'est pas couverte. Donc, c'est vraiment un problème qui, dans la mesure où ça touche les personnes âgées et les personnes en situation de pauvreté, c'est un problème qui va prendre une importance phénoménale ces prochaines années. Et actuellement, il y a malheureusement en Suisse pas de réflexion, ou peu de réflexion de qualité à ce sujet-là, ce qui me fait assez peur. Ça crée aussi un certain nombre d'inégalités de traitement entre les cantons. On a quand même des gaps culturels entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Par exemple, s'agissant des soins de longue durée, en Suisse romande, on axe beaucoup sur le maintien à domicile, alors que la Suisse alémanique axe énormément sur le séjour en établissement médico-social. On a des approches et du coup, des différentes, et ça crée aussi des inégalités de traitement entre les cantons. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique aussi. Je termine juste en vous indiquant que cette problématique, elle a vraiment été révélée de manière flagrante au moment de la crise du Covid, où personne ne savait qui devait payer quoi. Et au fond, on s'est retrouvé avec la Confédération qui a dit aux cantons, vous devez faire telle et telle chose. Et quand les cantons ont dit, et on paye comment? La Confédération a dit, c'est pas mon problème. Et en fait, la Confédération est venue imposer des mesures quand même extrêmement coûteuses, notamment en termes de réorganisation des services hospitaliers, sans du tout prévoir de mécanisme de financement par ce biais. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le système suisse aujourd'hui.
J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Je vous remercie pour votre attention.